Je crois qu'il y a... Il n'y a pas de souci. Heureuse d'être parmi vous. Heureuse de vous avoir. Et évidemment que j'excuse maître Milena Peeva qui, en raison d'un accident, ne peut pas se joindre à nous ce soir, mais qui nous écoute attentivement. Alors, donc on devrait normalement être aussi sur Facebook Live, maintenant sur la page de l'Alloclinique. Ok, super. Alors, je profite pour peut-être demander à l'interprète, est-ce que vous pourriez peut-être juste, je vois que vous êtes actuellement affiché sur le Facebook Live aussi, mais peut-être vous pourriez juste rappeler encore une fois que pour les personnes qui souhaitent nous suivre, justement la version en langue des signes, c'est préférable de nous joindre sur le webinaire Zoom, parce que là, on est sûr d'avoir toujours la traduction en langue des signes. En tout cas, on l'espère. Alors, bonjour à toutes et à tous. Neza, je propose que tu donnes la parole. Que je Donne la la parole. caméra. Oui, on donne peut-être la parole du coup à la professeure Ertig. Chers collègues, mesdames, messieurs, et avant tout, chères étudiantes, chers étudiants, je vous souhaite la très cordiale bienvenue à ce vernissage organisé pour célébrer la publication de la brochure sur les droits des jeunes personnes migrantes non accompagnées. Je vous adresse ces mots avec une double casquette, en mon rôle de vice-doyenne de la faculté et en mon rôle de professeur responsable de l'Alloclinique. Prenons d'abord ma casquette de vice-doyenne. Notre faculté tient beaucoup au programme de l'Alloclinique, un programme qui permet de faire le lien entre le monde académique et la cité, et avant tout un programme qui poursuit un but d'utilité sociale. Nous sommes fiers de voir chaque année de nombreux étudiants fortement motivés s'inscrire dans ce programme et travailler extrêmement dur pour arriver à la publication d'une brochure, comme celle que nous lançons ce soir. Ces étudiantes et étudiants accomplissent un travail gigantesque et j'aimerais bien les rendre visibles, au sens littéral du terme. Je remercie donc les étudiantes et étudiants de l'Alloclinique, les anciens et les actuels, d'enclencher pour un bref moment leur caméra pour qu'on puisse les voir. Est-ce que l'enclenchement fonctionne? Oui. Ah oui, parfait. Voilà, donc bravo à vous tous et c'est un plaisir de vous voir. Donc après, je vous propose à nouveau voilà, de vous mettre au mode caméra éteinte. Et voilà, je parlais d'un sentiment de fierté, un sentiment de fierté que j'éprouve en tant que vice-doyenne de cette faculté, mais probablement encore beaucoup plus comme professeur responsable de cet enseignement.
La brochure de ce soir est le fruit d'un travail de 2 volets d'étudiantes et étudiants, ce qui montre aussi l'ampleur du travail qui a été nécessaire pour arriver à cet objectif. Le second volet d'étudiants et étudiantes a eu un défi supplémentaire à relever. Je pense que vous savez tous à quoi je fais allusion. Il s'agit du défi qui nous amène ce soir à nous voir dans le monde virtuel et pas dans le monde physique. Pourtant, les étudiantes et étudiants avaient déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur l'organisation d'une conférence. Et ce n'était pas évident d'accepter en printemps de l'année passée, voilà, que nous n'aurons pas l'occasion de nous retrouver dans un auditoire bondé avec voilà, toutes les personnes qui vous tiennent au cœur et toutes les personnes intéressées présentes. Et après, nous rassembler aussi autour d'un apéro convivial. Le format retenu ce soir, un webinaire, n'est pas le format que nous nous sommes imaginés, mais c'est au fond un format qui est en accord avec les caractéristiques de l'Allo clinique, l'expérimentation, l'agilité, la flexibilité. L'Allo clinique est un programme novateur, en tout cas sur le continent européen et en Suisse, et nous n'avons pas eu de chemin balisé à suivre, nous avons toujours dû tracer notre propre chemin. Ces innovations et expérimentations, nous les devons beaucoup moins à moi qu'aux 2 co-responsables de l'Allo clinique, Neza Zimmermann et Vista Eskandari. Le webinaire de ce soir est aussi leur idée, c'est elles qui ont géré ce projet, ont conçu ce projet, et je tiens à les féliciter très chaleureusement pour tout l'engagement pour le programme et aussi tout l'engagement et l'enthousiasme, je pense, qui est particulièrement nécessaire quand on doit travailler à distance. J'ai l'habitude de mentionner dans les conférences Allo clinique un dicton africain. Il faut tout un village pour élever un enfant. En effet, il faut aussi toute une communauté pour assurer le succès de notre Allo clinique. Cette communauté est composée de nombreux acteurs et personnes provenant de milieux académiques, de la société civile, du monde professionnel et des institutions publiques. Je tiens à adresser à tous les membres de cette communauté mes remerciements les plus sincères. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la ville de Genève pour le partenariat qui nous lie depuis plusieurs années maintenant. Un partenariat qui joue un rôle crucial pour faire vivre nos brochures, pour les diffuser, les actualiser et aussi de les traduire dans plusieurs langues. Nos vifs remerciements aussi aux relectrices et relecteurs. Ils et elles ont consacré beaucoup de temps à la relecture des avis de droit, avis rédigés par les étudiants et étudiantes. L'expertise de nos relecteurs et relectrices est très importante pour la qualité finale de nos travaux, qui couvrent chaque année une large gamme de domaines de droit. Le succès de l'Allo clinique dépend aussi dans la large mesure des personnes qui sont d'accord d'intervenir dans nos cours, de partager avec nous leurs expériences, leur expertise et aussi parfois leur vécu personnel. Nos chaleureux remerciements à elles et eux aussi. Comme vous le savez, l'occasion de cette soirée est la parution d'une brochure. Là aussi, il y a tout un travail derrière. Et je tiens à remercier tout particulièrement notre graphiste, Madame Claudia Andbele, pour son travail qui confère à cette brochure son apparence unique. Il me revient pour finir de remercier toutes les personnes qui interviendront dans cette soirée. Une soirée qui nous permet de porter un regard critique sur différentes questions que nous avons identifiées au cours de nos travaux sur les droits des jeunes personnes non accompagnées. Cette soirée nous donnera l'occasion de jeter différents regards sur ces questions et de le faire en collaboration avec des acteurs de la société civile également. Venons-en plus concrètement au programme de cette soirée. Le programme est divisé en 2 parties. Dans un premier temps, 2 alumnes de l'Allo clinique nous présenteront leur travail. La seconde partie sera consacrée à une table ronde sous la modération des 2 co-responsables de l'Allo clinique. Nous avons pour la première fois le privilège de bénéficier d'une traduction en langue de signes. Cette traduction est rendue possible par un financement de la Fondation Moser
à laquelle nous adressons aussi nos vifs remerciements. J'ai maintenant moi-même hâte de me plonger dans le vif de cette soirée et je passe sans tarder la parole aux prochains intervenants. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver si nombreuses et nombreux dans le cadre de ce webinaire consacré au vernissage de la brochure de la Low Clinic co-rédigée par les 26 étudiantes et étudiants des volets 2018-2019 et 2019-2020 sur la thématique des droits des jeunes personnes migrantes non accompagnées. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que la Low Clinic et en quoi consiste la brochure qui fait l'objet du présent vernissage. Ensuite, ma collègue Tatiana Fariña-Dusul vous expliquera un peu plus dans les détails qui sont ces jeunes personnes migrantes non accompagnées et quelles sont les problématiques auxquelles ces personnes doivent faire face. Ce qui m'amène à la question de savoir qui sont ces jeunes personnes migrantes non accompagnées. Eh bien, ce sont des jeunes qui se retrouvent en Suisse sans être accompagnés par leurs parents ni d'une autre personne adulte étant responsable d'elles. La présence de ces jeunes sur le territoire genevois soulève ainsi des questions qui concernent les obligations étatiques à leur égard et le régime juridique qui s'applique. C'est donc dans ce contexte que le travail de la Low Clinic s'inscrit. À présent, je vais vous expliquer ce qu'est la Low Clinic sur les droits des personnes vulnérables. Il s'agit d'un séminaire dont la création remonte à 2013 et dont la méthode d'enseignement est originaire des États-Unis et qui a pour but la mise en pratique des savoirs tout en répondant à un objectif d'intérêt public et de justice sociale. Par son travail, la Low Clinic a ainsi pour but d'informer une population vulnérable spécifique sur ses droits et de tisser ainsi un lien entre l'université et la cité. Ce qu'on entend par population vulnérable, c'est une population fragilisée de par sa position dans la société et qui a ainsi plus difficilement accès aux droits. Le travail de la Low Clinic s'effectue en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons rédigé différents avis de droit sur des sujets très variés, tels que le droit à l'éducation ou les droits face à la police. Puis nous avons, dans un second temps, vulgarisé ces avis de droit pour enfin donner naissance à notre brochure qui comporte d'ailleurs 99 questions juridiques accompagnées de 99 réponses juridiques. En résumé, la Low Clinic est un séminaire académique qui aborde les droits humains dans une perspective pratique. En effet, durant toute l'année, nous avons pu rencontrer les différents acteurs et les différentes actrices de la société civile, dont certaines sont d'ailleurs présentes ce soir pour participer à la table ronde, afin d'avoir une vision plus large et plus concrète des problématiques que ces jeunes personnes migrantes rencontrent au quotidien. Afin que vous puissiez vous faire une idée du contenu de la brochure, je me permets à présent de partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la brochure concrètement. Vous voyez d'ailleurs par la même occasion à l'écran la liste de toutes les personnes qui ont collaboré à l'élaboration de cette brochure. Notre brochure est ainsi divisée en 11 thématiques que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est-à-dire la procédure d'asile, la représentation légale, l'aide financière et matérielle accordée à ces jeunes, l'hébergement, la santé, la famille, la question de la formation, la vie courante et les voyages, un chapitre consacré à la protection en cas de violence, les droits de ces jeunes face à la police et enfin un chapitre spécifique qui a été consacré aux procédures judiciaires. Plus concrètement, vous voyez s'afficher à présent à l'écran une question de la brochure qui se situe dans le chapitre santé pour que vous puissiez voir comment la brochure est structurée. Ici, nous avons choisi de vous montrer la question suivante, à savoir, ai-je le droit à un ou une interprète lors de mes rendez-vous médicaux? Nous y avons répondu par l'affirmative en indiquant que oui, je peux me faire accompagner par un ou une interprète à tous mes rendez-vous médicaux. Cette réponse est ensuite suivie d'une explication et finalement, nous avons mentionné les sources juridiques, c'est-à-dire les bases légales pertinentes ainsi que la jurisprudence nationale et internationale sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour apporter cette réponse. Après vous avoir montré un exemple de questions que nous avons été amenés à traiter, je vais à présent arrêter le partage d'écran. Et si vous souhaitez consulter plus en détail cette brochure, elle sera en ligne sur le site de la Low Clinic dès ce soir.
Après vous avoir parlé de notre travail, de notre séminaire et de notre brochure, je vais désormais laisser la parole à ma collègue Tatiana Fariña-Dusul qui vous parlera du contexte dans lequel s'est inscrit nos recherches. Merci. Merci beaucoup Alessandra pour toutes tes explications et bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Alors, comme vous l'a expliqué ma collègue Alessandra Costa, nous avons choisi d'aborder la thématique des jeunes personnes migrantes non accompagnées parce qu'un besoin d'information juridique s'est fait ressentir par ces jeunes et aussi par les personnes travaillant à leur côté, notamment le milieu associatif, éducatif, médical et social. Ce besoin d'information juridique portait notamment sur les questions suivantes. Ai-je le droit d'aller à l'école, d'accéder à une formation? Ai-je le droit de bénéficier de soins médicaux? Ou encore, ai-je le droit d'être hébergé, d'être nourri? Répondre à ces questions juridiques concrètes est important parce que ces jeunes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et nécessitent donc de recevoir des réponses concrètes à leurs questions. Pour que vous compreniez mieux cette notion de vulnérabilité, je vais vous lire un passage d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme au sujet d'un mineur non accompagné, reconnaissant que ce jeune, je cite, relevait incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société du fait de sa situation qui se caractérisait par son jeune âge, le fait qu'il était étranger, en situation d'illégalité, dans un pays inconnu, qui n'était pas accompagné et donc livré à lui-même. Ce passage que je viens de vous lire montre qu'il y a vraiment plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui rendent ces jeunes vulnérables. Ensuite, l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le fameux principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe est très important car il pousse toutes les institutions publiques ou privées, comme les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, à prendre en considération systématiquement la manière dont les droits et les intérêts de l'enfant seront impactés par leurs décisions et leurs actes. C'est vraiment le fait de mettre au centre de l'attention le bien de l'enfant. Vous avez probablement déjà entendu les acronymes MNA et RMNA qui sont fréquemment utilisés. L'acronyme MNA est utilisé pour parler des mineurs non accompagnés. Ces mineurs n'entrent pas dans le cadre du régime juridique de l'asile parce qu'ils ou elles proviennent de pays que le secrétariat d'État aux migrations considère comme étant sûrs. Ces mineurs se retrouvent donc en Suisse sans statut légal. L'acronyme RMNA est utilisé pour parler des requérants d'asile mineurs non accompagnés, qui sont des mineurs qui relèvent du droit de l'asile. Vous pourrez d'ailleurs trouver plus d'informations et plus de détails dans notre brochure sur les différents permis qui pourraient éventuellement leur être octroyés. En réalité, peu importe l'acronyme utilisé, ces personnes sont des mineurs, ce qui implique que toutes les personnes qui sont accordées toutes les protections qui sont accordées aux personnes mineures doivent être garanties. Par contre, dès le moment où les mineurs non accompagnés atteignent l'âge de la majorité, le régime juridique applicable n'est plus le même, ce qui a un impact conséquent sur l'accompagnement social, éducatif et juridique. Cela crée une rupture violente entre la protection juridique accordée aux majeurs et celle accordée aux mineurs, et nous n'avons pas voulu reproduire cette rupture dans nos travaux et dans notre brochure. Cette rupture engendre une situation de vulnérabilité qui fait en sorte que les problématiques face auxquelles ces jeunes sont déjà confrontés pendant leur minorité persistent et peuvent même s'accentuer après le passage à l'âge adulte. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous pencher sur le droit des jeunes entre 15 et 25 ans à Genève pour ne pas créer cette rupture légale entre majeurs et mineurs. Le but même de ce webinaire est de créer une discussion autour de quelques thématiques qui figurent dans notre brochure et qui, selon nous, méritent d'être approfondies. En tant qu'alumni de la Law Clinic, nous souhaitons encore préciser que les réponses juridiques que nous avons obtenues sont le fruit de recherches juridiques approfondies dans le droit national et dans le droit international applicable en Suisse. Toutes ces recherches nous ont permis de constater qu'en réalité, le droit portant sur notre
thématique n'est pas toujours claire ni accessible. D'ailleurs, précisons que la brochure se contente de faire un état des lieux du droit sous une forme vulgarisée. Néanmoins, le droit est une matière en constante évolution et il nous semble important de souligner que le rôle des acteurs et des actrices de la société civile dans cette évolution du droit est très important. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec les divers intervenants et intervenantes qui ont accepté de nous octroyer un peu de leur temps ce soir. Nous allons à présent laisser la parole aux deux responsables de la Law Clinic, soit Neza Zimmerman et Vista Eskandari, pour une présentation des intervenants et des intervenantes et pour le début de cette table ronde. Merci. Bonjour, merci beaucoup. On va donc prier les intervenantes de bien vouloir allumer leur caméra. Merci beaucoup, Alessandra. Merci à Alessandra Costa et Tatiana Farina-Dosul pour votre présentation de la Law Clinic et de votre brochure. Nous passons donc maintenant à la deuxième partie de ce webinaire, à savoir une table ronde regroupant diverses expertes et actrices de la société civile. Cette table ronde virtuelle nous permet, comme on l'a déjà dit, d'approfondir certaines thématiques en lien avec les questions dont nous avons traité dans la brochure. Avant toute autre chose, permettez-moi de préciser deux aspects quant au déroulement de cette table ronde, une première dans ce format virtuel. Le plus important d'abord, nous invitons cordialement toutes les participants, donc toutes les spectatrices et spectateurs, à interagir avec nous tout au long de ce vernissage. Vous pouvez poser des questions à la fois sur le Facebook Live et dans le chat et dans la fonction questions-réponses du webinaire Zoom. Ma collègue Vista Eskandari va modérer ces questions, répondre aux questions et garder une partie des questions pour la fin de la table ronde pour les poser aux intervenants et intervenantes. Ensuite, une deuxième précision, pour des questions techniques et pour qu'on puisse toujours voir les interprètes en langue des signes, nous demandons aux intervenants à la table ronde d'éteindre leur caméra lorsqu'elles ne sont pas en train de répondre ou de participer à la table ronde. Comme ça, vous verrez toujours une partie des intervenants et intervenantes et normalement toujours la personne qui est en train de parler. Alors, je me permets juste de faire une petite précision. Donc là, je peux voir que tout le monde s'affiche correctement. Donc, en fait, c'est possible que toutes les intervenantes puissent garder leur caméra allumée. Donc, en fait, c'est mieux si toutes les intervenantes gardent leur caméra allumée. Désolée. Alors, tant mieux. Comme vous pouvez le voir, on est encore en train de tâtonner un petit peu avec ce format webinaire. Et donc, c'est une première ce soir. Puis, on est contente de vous avoir avec nous pour cette expérience. Donc, pour parler un peu plus spécifiquement de cette table ronde et des intervenants et intervenantes de la table ronde, nous accueillerons d'abord les doctoresses Nicole Pello et Sarah Despalon, qui sont les deux pédiatres. Doctoresse Nicole Pello est l'ancienne présidente de la Société suisse de pédiatrie. Et puis, doctoresse Sarah Despalon est pédiatre au CHUV, médecin associé au CAN Team, donc le Child Abuse and Neglect Team, et à la DISA, la division interdisciplinaire de santé des adolescents. Ces deux doctoresses ont toutes deux rédigé des publications au nom de la Société suisse de pédiatrie concernant à la fois la prise en charge des jeunes personnes migrantes et les questions de l'expertise d'âge. Donc, nous sommes très heureuses de les avoir avec nous ce soir. Nous avons également le plaisir d'accueillir Dario Lopreno, Bilal Ramadan un peu à distance et Lucine Miseret, tous trois membres du collectif des assises enfants et jeunes migrants non accompagnés. Les premières assises ont eu lieu en mai 2019 et le collectif regroupe différentes institutions et associations travaillant avec les jeunes personnes migrantes non accompagnées ou qui sont engagées auprès d'elles. Donc, bonsoir. Nous sommes également ravis d'avoir parmi nous Julie et Noémie, qui représentent le collectif de lutte des MNA, qui a vu le jour en été 2019 et qui est un collectif qui regroupe à la fois des jeunes personnes migrantes non accompagnées et des jeunes Genevoises et Genevois. Depuis sa création, le collectif se bat pour un meilleur accès aux droits des mineurs non accompagnés, surtout qui ne relèvent pas de l'asile. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous est maître Ryan Oudrouge, avocat à Genève et membre de la Commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats.
et Maître Sophie Bebillier, qui représente ce soir la permanence juridique MNA-RMNA. On excuse malheureusement et avec beaucoup de regrets Maître Milena Peva. Ces deux personnes, ces deux avocates sont justement là au nom de la permanence juridique qu'elles ont co-créée l'année passée. Donc, merci aussi à ces 3 avocats et avocates d'être là avec nous ce soir. Nous nous réjouissons beaucoup d'échanger avec vous, notamment autour de 4 questions dont nous avons traité dans notre brochure. La question de l'expertise d'âge, de sa pratique et de sa légalité. La question plus large de la prise en charge des personnes mineures non accompagnées. La question du passage à la majorité, donc les 18 ans et qu'est-ce qui se passe par la suite. Et puis la question du profilage racial. La première question que nous souhaitons aborder est justement celle de l'expertise d'âge. C'est une question centrale puisque, comme vous l'avez déjà entendu, beaucoup de choses changent à 18 ans et la situation juridique d'une jeune personne migrante et la protection dont elle bénéficie n'est pas la même selon si elle est reconnue comme mineure ou considérée comme majeure. Pour les personnes demandeuses de l'asile, la détermination de l'âge se fait systématiquement en début de procédure. En principe, les autorités se basent sur les documents amenés par la personne, donc le passeport, la carte d'identité, sauf si ces documents sont considérés comme non fiables. Si c'est le cas, et si du coup les indices ne suffisent pas, les autorités procèdent souvent à des expertises médicales pour déterminer l'âge des jeunes personnes migrantes demandant l'asile. Pour justement ces expertises médicales, les autorités se basent sur la méthode dite des 3 piliers qui comprend un examen radiographique du poignet ou de la clavicule, un examen dentaire et un examen physionomique de la maturité sexuelle. Ça, c'est pour les personnes qui relèvent de l'asile. La situation, elle est un petit peu différente pour les personnes qui ne relèvent pas de l'asile, mais elle pose aussi la question de l'expertise d'âge. Peut-être que notre intervenante, Maître Bebillier, pourrait nous dire un petit peu plus sur la question des expertises d'âge pour les personnes qui ne relèvent pas de l'asile. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le système judiciaire tel qu'il est conçu aujourd'hui fait la distinction entre mineurs et majeurs, et sachant que la justice pour mineurs a un but éducatif, tandis que la justice des majeurs a un but principalement répressif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une procédure pénale est dirigée contre une personne, les autorités pénales saisies examinent d'office leurs compétences. Et à ce moment-là, et en cas de doute sur la minorité et majorité alléguée par la personne concernée, les juges des mineurs ou les procureurs du ministère public, le cas échéant, peuvent ordonner une expertise d'âge. Ces expertises d'âge sont actuellement menées auprès du Centre universitaire de médecine légale et ces expertises sont critiquables d'un point de vue également médical et nous laisserons, donc je parle au nom de moi-même mais également de Maître Milena Peva. Nous laissons le soin évidemment au docteur Pello et Despalan d'en expliquer les problématiques médicales, mais d'un point de vue juridique, ces expertises sont également critiquables. Techniquement, un jeune qui se voit reprocher des infractions relativement mineures, comme un séjour illégal ou une entrée illégale en Suisse, peut être obligé de se soumettre à une telle expertise d'âge considérablement intrusive et problématique au regard de ses droits fondamentaux. On parle d'une atteinte à l'intimité, à la sphère privée, d'un traitement potentiellement humiliant. Au terme de voies de recours, il est possible de s'opposer à une expertise médicale et par la suite d'en contester les résultats. Mais ces résultats des expertises semblent également critiquables juridiquement en raison de leur incertitude et en raison des critères retenus. Et à ce stade, on ne connaît pas les conclusions que tirerait le tribunal d'une expertise d'âge si le taux de probabilité de majorité est de 50, 60, 90%, si un tel taux est suffisant pour déterminer l'âge d'une personne avec certitude et donc de définir la juridiction compétente pour traiter de l'affaire. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont effectivement déjà très détaillées et très complètes.
Peut-être qu'à ce stade, on pourrait passer la parole aux deux pédiatres qui sont avec nous ce soir, parce que justement, comme vous l'avez aussi dit, Maître Bebillier, on sent qu'il y a ces questions juridiques, mais qu'elles posent toute une série de questions médicales aussi. Donc, cette question de savoir aussi, est-ce que ces analyses sont même justifiées en termes médicaux? Est-ce qu'elles sont utiles, peut-être aussi d'un point de vue médical, etc. Donc, est-ce que j'ose m'adresser aux deux pédiatres? Je vous laisse peut-être décider qui va intervenir pour un peu nous dire quelle est la situation actuelle, quelles ont aussi été vos recommandations en la matière, peut-être par le passé et puis à l'heure actuelle, et quel est un petit peu votre apport professionnel par rapport à ces questions. Alors, je vais prendre la parole peut-être. Oui, allez-y. D'accord, très bien. Donc, effectivement, bon, je crois que ce qui a été dit précédemment correspond à ce que nous avions observé depuis longtemps au niveau pédiatrique. Et suite à différentes démarches qui avaient été initiées déjà au CHUV par Dr Sarah Despalan lors d'une conférence, nous avons voulu prendre position pour affirmer qu'au niveau pédiatrique, il y avait les nombreux problèmes qui ont été précités d'ailleurs sur la justification de tests médicaux qui, d'une part, n'étaient pas, dans un certain sens, pas justifiables sur un plan médical, de par leur dangerosité, de par leur inexactitude. Et dans ce sens-là, en 2017, nous avions pris position pour dire que les médecins ne devaient pas participer dans un sens très déontologique à ce type de démarche, de ce que vous avez appelé une expertise de l'âge. Et au fil des contacts que nous avons eus, parce que finalement ce document a abouti à une rencontre avec le secrétariat d'État aux migrations et à divers échanges avec les experts de médecine légale, puisque à l'époque, ce n'étaient pas les instituts de médecine légale qui procédaient déjà à ce qui a été instauré par la suite, la procédure dite des 3 piliers. Donc, suite à cette rencontre avec le SEM et les médecins légistes, nous en sommes venus à réaffirmer que nous estimions qu'avant de demander des examens médico-légaux, il fallait avoir un meilleur tri pour éviter des examens inutiles, voire nocifs, à l'attention de mineurs, voire de majeurs, parce qu'il pouvait aussi y avoir des majeurs examinés inutilement, toujours dans un sens de respect des intérêts supérieurs de l'enfant et protection des mineurs. Suite à cette rencontre, le secrétariat d'État aux migrations a mis en place la référence aux instituts de médecine légale de Genève, Vaud et de Bâle sur les 3 piliers. OK ? Toutefois, nous ne savons toujours pas, et c'est là que nous avons pris une deuxième position plus récemment en 2020, nous ne savons toujours pas comment le tri se fait au centre d'enregistrement et de procédure pour orienter ces jeunes, indifféremment de mineurs ou pas mineurs, ces jeunes requérants vers un institut de médecine légale. Et une fois qu'ils sont orientés vers l'Institut de médecine légale, l'Institut a un mandat et va faire tous ces examens qui sont assez invasifs, comme vous l'avez déjà précisé auparavant. Donc, notre souci, c'était déjà dans le tri, protéger les mineurs potentiels d'examens inutiles et invasifs et les protéger aussi dans toutes les autres sphères qu'on a pu développer par ailleurs. Et puis, au terme d'un examen médico-légal, si il a du sens, nous demandons aussi, et là la question n'est pas du tout réglée parce que c'est une décision du SEM, nous demandons, je devrais peut-être dire nous exigeons que pour pouvoir participer à une démarche de ce type en amont du tri, on doit pouvoir, si des résultats médicaux légaux sont donnés, partir du présomption de minorité. Et puisqu'il y a une grande marge d'erreur dans les examens qui vont être faits, il y a 3 ans de marge d'erreur. Donc, s'il y a une marge d'erreur aussi importante, pouvoir demander que
ce soit l'âge minimal qui soit pris en considération pour protéger tous les mineurs potentiels dans cet ensemble de jeunes qui vont être évalués. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc, nous avons pris cette position. Nous ne savons pas du tout ce que le SEM va en faire. Le SEM, à l'époque, nous avait répondu, nous sommes prêts à entendre ou à prendre en considération les propositions que vous pourriez nous faire sur la participation d'un pédiatre pour améliorer et affiner ce tri. Mais en l'état, on en est toujours au statu quo depuis 2018. Alors, je ne sais pas, peut-être que Sarah voudrait compléter un petit peu ce que je viens d'apporter. Non, je pense que ça a été parfait, Nicole, c'est exactement ça. Notre changement peut-être de position qui a pu en surprendre quelques-uns, c'est qu'au départ, on disait il ne faut absolument pas faire ces examens, en tout cas, aucun médecin non compétent, un radiologue de village ou un médecin généraliste ne doit évaluer ou se pencher sur l'estimation de l'âge de ces jeunes. Et on s'est rendu compte que si on ne propose pas de solution, les personnes font sans l'avis des pédiatres et des médecins, avec simplement une collaboration assez simplifiée entre la médecine légale et le service d'État aux migrations. Donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir défendre le droit des enfants. C'est notre rôle aussi de pédiatre, hein, on a un devoir de protection par rapport à des mineurs, et donc d'insister sur cet âge minimal qui doit être pris en compte pour limiter la casse et pouvoir justement soutenir toutes ces questions de présomption de minorité pour ces populations particulièrement vulnérables. D'accord. Encore un détail aussi, c'est que suite à notre première position, les médecins légistes ont dit non, mais nous sommes experts en médecine légale, nous savons ce que nous devons faire. Donc, en tant que pédiatre, nous n'étions pas là pour remettre en question l'expertise du médecin légiste, mais pour dire OK, s'il faut une expertise en médecine légale, laissons-la aux médecins légistes qui sont experts pour le faire, nous respectons ça. Par contre, en amont et en aval, des grandes questions se posent avant de faire une expertise et en fonction des résultats de l'expertise. Donc, nous nous situons, et c'est pour ça que notre première position disait les médecins, et en fait, les médecins légistes, voilà, étant médecins aussi, ont dû pouvoir dire, mais enfin, laissez-nous notre expertise. Alors, chacun la sienne, nous, pédiatres, nous préoccupons de l'intérêt supérieur de l'enfant en amont et en aval de l'expertise. Merci beaucoup pour ces points. Donc, effectivement, j'entends que votre position, elle a un petit peu évolué et puis que votre communication se base maintenant plus sur la question de comment il faut entourer, en tout cas, de toutes les garanties possibles et imaginables, ces questions d'expertise d'âge. Et donc, peut-être juste pour rappeler aussi cet élément que vous avez soulevé, qui est cette question de la présomption de minorité et qui a la question aussi de l'âge minimal. Donc, quand une expertise ou une évaluation dit que l'âge pourrait être de 17 ans et 3 mois à 21 ans, il faut tenir compte de l'âge minimal. Donc, juste pour rappeler cet élément-là, et vous l'avez aussi mentionné dans vos recommandations, il y a aussi cette question de prise en charge globale et interdisciplinaire, donc vraiment en faisant intervenir toutes les personnes qui s'occupent du bien-être des jeunes personnes migrantes dans ces questions-là. Donc, est-ce que j'espère que j'ai rien dit que vous n'avez pas dit, mais ça, c'est un petit peu les points si je vous entends bien. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que grâce à cette démarche, on a pu voir combien il était important d'avoir un partenariat entre les différents milieux, qu'ils soient juridiques. Vous avez parlé de la société civile. C'est vrai que nous avons aussi, dans nos recherches, été en lien avec différents milieux. Et j'espère que ensemble, en tout cas les milieux professionnels, juridiques, les médecins et la société civile, nous arriverons à faire avancer ce dossier qui n'est pas du tout, et je ne parle pas seulement pour la Suisse, hein, ça se passe de façon identique au niveau international. D'ailleurs, l'Académie européenne de pédiatrie a pris position, d'autres institutions internationales ont pris position, mais je pense que commençons par chez nous, et si en Suisse,
ensemble, juristes, société civile, médecins ou tout autre partenaire qui pourrait être impliqué, nous arrivons à faire avancer ce dossier, allons-y. Merci beaucoup pour ce mot, j'ose presque dire conclusif de cette question. C'est vrai que de notre côté aussi, on était particulièrement heureuse aussi de vous avoir à ce vernissage ce soir parce qu'on a toujours vu que les questions juridiques n'étaient pas possibles d'être résolues, on ne pouvait pas les résoudre sans les questions médicales. Donc en fait, qu'on avait vraiment besoin aussi de cette expertise, en l'occurrence pédiatrique, pour pouvoir même faire notre analyse en droits humains et en droits fondamentaux. Pour cette question très, très complexe, en fait, qui nous a beaucoup occupés pendant les 2 ans pendant lesquels nous avons travaillé sur cette thématique, et au terme desquels nous sommes quand même arrivés à la conclusion qu'en tout cas l'examen de la maturité sexuelle constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits fondamentaux. Donc que c'était une atteinte injustifiée à l'intégrité physique et psychique, qui reste très, très problématique. Et puis aussi que pour diminuer l'atteinte aux droits humains sur tous les autres niveaux et pour tous les autres examens, qu'il fallait absolument tenir compte de ces éléments que vous avez aussi mentionnés, donc la question de la présomption de minorité en cas de doute, et puis aussi ce qui implique aussi de tenir compte justement de l'âge minimal indiqué sur l'expertise médicale, que c'est cet âge-là qui doit faire foi, au nom du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui a été mentionné et présenté en introduction de ce vernissage. Je pense qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais la doctoresse Pello l'a très bien résumé, la nécessité de continuer à collaborer sur ces questions-là. Donc, je pense que ce n'est pas ce soir qu'on va tout régler, mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin de travailler ensemble. Il y a aussi un besoin de continuer à travailler sur ces questions-là pour s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt des jeunes personnes migrantes non accompagnées soient respectés. Ce qui pose un petit peu une autre question aussi et qui nous permet peut-être de faire la transition avec une autre question dont nous souhaitons parler ce soir, qui est celle de la prise en charge des jeunes personnes migrantes non accompagnées, qu'elles soient d'ailleurs mineures ou majeures. Donc vraiment, toutes ces questions de savoir quelle est la situation actuelle, quelles sont les conditions de vie des jeunes personnes migrantes non accompagnées à Genève actuellement, en termes de suivi social, en termes d'hébergement, en termes d'accès à la santé. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous pourrions peut-être revenir ce soir. Comme vous l'avez vu, c'est toutes des questions qui sont traitées dans notre brochure, qui font l'objet de chapitres spécifiques dans la brochure. Parle justement, par exemple, du logement, de l'existence d'une obligation de scolariser toute personne qui est domiciliée à Genève, qui se trouve à Genève depuis au moins 3 mois. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans notre brochure. Mais peut-être que ce qui serait intéressant de savoir à ce stade, ça serait de savoir quelle est la situation concrète à observer. Quelles sont peut-être aussi les revendications des personnes qui travaillent tous les jours avec ces jeunes personnes migrantes. Donc, j'aimerais bien donner la parole aux membres du collectif Lutte des MNA pour qu'elles nous parlent un petit peu de la situation qu'elles ont pu observer. Oui, merci. Alors, donc, le collectif Lutte des MNA, c'est un collectif qui s'est, comme vous l'avez dit, créé avec des personnes des mineurs non accompagnés et des personnes en soutien de militantes à Genève. On a rencontré en fait la situation, on a rencontré d'abord les MNA et ensuite leur situation à l'occasion de l'organisation d'un tournoi de foot antiraciste qu'on organise chaque année. Et on avait décidé de porter la thématique de ce tournoi de foot en 2019 sur la question des MNA et des RMNA. C'est une situation qui nous était assez inconnue. En réalité, on en avait peu entendu parler, mais on a, à la rencontre de ces jeunes, on a constaté qu'elle était vraiment dramatique et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est donc suite à la discussion avec eux qu'on a formé ce collectif ensemble dès l'été 2019.
Donc la situation à cette époque, qui en fait, en réalité, n'a pas vraiment, enfin, il y a eu quelques évolutions, mais je pense que Dario y reviendra par la suite, mais cette situation n'a pas énormément changé. Mais donc la situation à l'époque qu'on a constatée, c'était que ces jeunes étaient pris en charge effectivement par le SPMI, mais que les curateurs et curatrices n'agissaient peu en fait pour leur protection et sur plusieurs thématiques importantes que vous avez déjà citées, donc, notamment la question du logement, où ils étaient placés pour la majorité dans un hôtel principal, mais plus largement dans divers hôtels à Genève, qui a un accompagnement, enfin un encadrement qui ne semblait vraiment pas adéquat, qui n'était pas du tout adéquat, étant donné que les hôteliers ne sont pas formés pour accueillir des jeunes, en plus de ça, dans des situations précaires et donc difficiles, qui ont beaucoup de problèmes, de soucis, de santé mentale, de santé physique, et évidemment tout ce qu'on peut imaginer de traumatisme liés à leur parcours de vie et de migration. Et puis ces jeunes donc, étaient hébergés dans des hôtels, parfois mis à la rue, que le SPMI ne prenait pas en charge ces jeunes quand ils étaient mis à la rue par les hôteliers. Et qu'ils arrivaient même de leur donner un sac de couchage en leur disant bonne chance. Et ces jeunes se retrouvent à la rue pendant quelques temps, le temps de parfois trouver une autre solution ou pas. Notamment aussi sur la question de la scolarisation. Donc, on s'est rendu compte que c'était des jeunes qui avaient envie d'être scolarisés, de pouvoir suivre une formation, quelle qu'elle soit, évidemment diverse en fonction de leur personne. Il y avait diverses envies de formation et que c'était systématiquement refusé, qu'il n'y avait aucun accès pour eux à suivre une formation. Et même la seule activité qu'ils avaient et qu'ils ont en fait encore, c'était des activités proposées par l'association Païdos, qui est une association qui les prend en charge, qui les accueille, je crois maintenant, mais en tout cas à l'époque, c'était aussi juste le matin jusqu'à midi, jusqu'à 14h, je pense, et qui leur proposait des activités vraiment basiques, quelques cours de français parfois, quelques-uns par semaine, et des activités plutôt de divertissement à ce moment-là, qui du coup répondaient pas du tout aux envies de formation évidemment des jeunes, et à leur droit aussi, vous l'avez dit, à être scolarisés. Et aussi, c'était des jeunes qui n'avaient aucun suivi juridique, aucun accès à des conseils juridiques spécifiques avant la formation de la permanence que représente Maître Lebillier ce soir. Donc voilà, qui étaient du coup, c'était des jeunes vraiment, à vrai dire, laissés à l'abandon par les autorités et l'État. Et voilà. Et contrairement en fait aussi à ce que les autorités, les responsables politiques disaient et continuent à dire, c'est des jeunes qui parfois sont là depuis plusieurs années, qui ont la volonté et qui ont beaucoup été très actifs pour faire valoir leurs droits, notamment le droit à la scolarisation, à l'hébergement convenable, etc. Et qui ont envie de s'en sortir et qui demandent simplement de faire respecter leurs droits. Et donc face à ce constat-là et la rencontre qu'on a faite avec eux, on a formé ce collectif. Que peut-être je vais tout un peu expliquer. Du coup, je pense qu'une des premières choses que le collectif a fait, et on va parler juste de ça quant à nos revendications, c'est qu'on a envoyé une lettre ouverte à Madame Torasanta le 11 juillet 2019 avec un certain nombre de revendications. On en a ajouté quelques-unes par la suite. Voilà, au fur et à mesure que la lutte avançait, on remarquait qu'il y avait des revendications peut-être qu'on avait oubliées. Chaque revendication, elle a été portée par le collectif, donc constitué, comme elle l'a dit Noémie, par des personnes concernées par cette situation de MNA. Donc ça a été là, et c'est des choses, des revendications, ça paraît en un sens un peu bizarre parce que pour toute personne qui a grandi à Genève avec des papiers suisses, eh ben c'est logique d'avoir ça quand on est adolescent et même jeune adulte, mais pour leur cas, c'était des mineurs. Donc voilà, bref. Il y a la question de la formation.
l'accès à la formation, voilà, le droit d'aller à l'école, le droit à avoir un logement digne. Donc tout ça, c'est en rapport avec la prise en charge en général. Donc, il y a la formation, il y a la question du logement, où Noémie en a parlé, il y avait le logement en hôtel, mais la demande, c'est que ce soit comme pour les jeunes Suisses et Suissesses, le droit d'avoir accès à des foyers avec des éducateurs et des éducatrices spécialisées dans l'accompagnement de jeunes personnes, d'autant plus quand elles ont une situation dans laquelle sont CMNA. La prise en charge, donc avoir accès à des repas, 3 repas par jour, et si possible équilibré, ce qui n'était absolument pas leur cas. Ils n'avaient pas 3 repas par jour. Un abonnement TPG, parce qu'après, ça fait des amendes qui s'accumulent. À un moment, ça peut aussi passer au pénal. Un abonnement de téléphone. Je sais pas, c'est un peu la moindre des choses aussi en cette période et en ces temps-là. Ça paraît logique qu'avoir 15 ans et avoir un abonnement de téléphone, c'est possible. Avoir la possibilité d'acheter quelques habits, ce qui leur était absolument refusé, et avoir des activités extrascolaires selon les envies de chacun, que ce soit dans le sport ou peut-être la musique, etc. Ensuite, donc ça c'est pour la prise en charge en général. Et une autre chose qui était très importante, c'était pour eux, c'était la fin de la répression et la fin des violences policières. Sur le même thème aussi, la fin des condamnations par le tribunal des mineurs sur le fait qu'ils étaient sans papier, donc la fin de la criminalisation de leur statut en un sens. Ensuite, par la suite, il y a eu la demande d'une carte de légitimation où, en gros, l'idée, c'est de dire que dans le canton de Genève, toute personne qui est présente sur le territoire, qui soit avec des papiers, sans papiers, ou en tout cas sans les bons papiers, entre guillemets, puisse avoir une carte de légitimation pour justifier son identité. En l'occurrence, l'idée, elle est venue de ces jeunes-là, qui sont des jeunes principalement d'origine maghrébine, en l'occurrence, à ce moment-là, qui se font systématiquement arrêter par la police parce que la police, elle fait du contrôle au faciès, profilage racial, et du coup, qu'au moins ils puissent se légitimer, que ça leur évite d'en aller au poste inutile pour vérifier leur identité. Et ensuite, dernière revendication, c'est que toutes ces revendications, comme pour les Suisses et les Suissesses, encore une fois, ce n'est pas des revendications qui sortent de nulle part. On s'est basé sur ce que nous, on a pu vivre, enfin, Noémie, moi et d'autres personnes suissesses, une prise en charge jusqu'à nos 25 ans, jusqu'aux 25 ans de ces jeunes mineurs de la compagnie. Sans les suivis pour faire appliquer ces revendications, une lutte, des manifestations, des rassemblements, des rencontres avec le SPMI et plusieurs rencontres avec la délégation d'État aux migrations, dont Dario Le Prénom et Bilal Ramadan parleront mieux après. D'accord, merci beaucoup pour tous ces éléments qui font effectivement état d'un nombre absolument hallucinant de choses. Enfin, ça montre que ça touche vraiment tous les domaines de la vie, en fait, de la vie quotidienne. Est-ce que les personnes qui représentent ce soir le collectif des Assises pourraient peut-être allumer leur caméra aussi, et puis on pourrait peut-être leur demander de compléter, parce que finalement, c'est des revendications qui sont portées par les collectifs de lutte MNA, mais aussi par les Assises. Si ça vous va, je vais enchaîner sur la question suivante. Ce qu'elles ont dit est parfait, complet. Et la question suivante, c'est la question des avancées depuis la mobilisation. Où est-ce qu'on en est maintenant? Oui? Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Alors, sur ça, je voudrais d'abord préciser juste 3 chiffres. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux de cette discussion. Premièrement, de 2000 à 2020, le total des baisses d'impôts cumulées qui ont profité aux riches à Genève représente 12 milliards de francs. C'est des calculs qu'on a fait au sein du cartel intersyndical et que Bilal Ramadan et moi-même, auquel Bilal Ramadan et moi-même avons participé. Deuxièmement, il y a plus que 200 maisons vides à Genève, la majorité d'entre elles réhabilitables, et il y a des dizaines de milliers de mètres carrés dans le PAV, le Praille Acacia-Vernet, de quoi faire de l'excellent provisoire solide pour toutes sortes de logements et d'activités.
Troisièmement, et c'est plus hallucinant que tout le reste, j'ai téléphoné à des membres de la commission des finances du Grand Conseil pour confirmer mes chiffres. Depuis 2007 à 2019, on n'a pas les données pour 2020, l'État de Genève n'a pas pourvu 877 postes budgétés. Donc, matériellement, en immobilier, en postes de travail et en fric, il y aurait de quoi accueillir à peu près tous les jeunes majeurs et mineurs non accompagnés de la planète. C'est important. Ensuite, en détail, avant d'entrer en matière, j'y tiens, y compris pour tous les auditeurs, je remercie infiniment l'Alloclinique de ce que vous faites, parce qu'on est dans un pays où le consensus ressemble à en une chape de béton, il y a une débilisation universitaire et c'est rare que dans les milieux universitaires, on s'implique pareillement dans des débats vivants sociaux comme vous le faites. Alors, il faut souligner un truc. Quand il y a eu des mobilisations, et le collectif de l'UDMNA y est pour une immense partie, le collectif des assises y avons participé. Quand il y a eu des mobilisations, on a obtenu des choses importantes par rapport à l'hôtel Aïda, par rapport à la décision de fermer le foyer de l'Étoile qui va cette année y entrer en partie seulement en vigueur, par rapport à l'ouverture des foyers de la Roseraie, de Semna, le dispositif Insert, le renouvellement de certaines subventions à Païdos, etc. Des choses ont été obtenues. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des occupations, il y a eu des manifestations, il y a eu des communiqués de presse, il y a eu beaucoup de choses. Depuis que nous sommes dans cette situation de Covid et d'impossibilité par rapport, enfin, d'incapacité qu'on a eu de mobiliser à travers le Covid, on est retombé pas seulement dans une nullité de mobilisation, mais dans un accroissement de la répression contre tout ce qui peut ressembler à des jeunes majeurs non accompagnés et des mineurs non accompagnés. La création du groupe de police GVAR, le groupe qui exerce spécifiquement la répression contre ces milieux, d'une façon dure, arrestation, même une personne comme Tora Santa et comme Torel, des personnes comme Tora Santa et Torel qu'on ne va pas soupçonner d'être très souple sur ces questions-là, elles-mêmes soulignent devant le Grand Conseil à quel point la police abuse en arrestation, en durée d'arrestation des jeunes. C'est impressionnant. L'exemple, mais c'est juste un exemple de ce qui s'est passé aux grottes. Je veux dire, c'est à vomir une population qui se plaint de problèmes d'insécurité et la police qui est quasiment mandatée par le Conseil d'État parce qu'il ne fait rien uniquement pour réprimer, intervenir régulièrement, arriver constamment et peu à peu vider ce lieu des jeunes qui y venaient et simplement déplacer le problème, mais en réprimant. Depuis, nous avons eu des rencontres avec la délégation du Conseil d'État aux migrations. Une première en décembre 19, 3 en 20, 2 début 2020 et une il y a peu de temps, fin 2020. Des réunions, très sincèrement, qui pour moi sont des réunions de surplace. C'est pas rien. Maintenant, nous ne savons pas, des choses ont été gagnées. Des choses ont été gagnées, des règlements, des accords sur quelle politique mener par rapport au RMNA, aux requérants mineurs non accompagnés, des motions, interpellations, pétitions qui ont été accueillies favorablement, positivement, majoritairement certaines par le Grand Conseil, pas inintéressantes, y compris pour le suivi des RMNA au-delà de 18 ans jusqu'à 25 ans. On ne sait pas réellement quel est le niveau d'application de tout ça aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça.
Et on sait que la clairière est régulièrement assez pleine. On sait que la police fait du harcèlement contre les jeunes. Ça, on le sait. Alors maintenant, on a deux problèmes. Un problème qui est en cas spécifique, mais qui démontre bien les choses. On a fait une demande, une lettre ouverte pour les jeunes mineurs non accompagnés du camp de Moria en Grèce. Vous savez, la Suisse, dans son immense générosité, a accepté au niveau fédéral 22 jeunes de Moria. On a proposé que Genève prenne ces 22 et demande aux autres conseils d'État de faire des démarches pour en accepter un certain nombre, pour qu'au moins il y ait un minimum de gestes. On n'a même pas reçu de réponse, même pas reçu d'accusé de réception. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ça pose, en gros, le dernier problème. Et le dernier problème est délicat. Je pense qu'avec le Covid, avec la démobilisation qui est liée à ça, on a le collectif des assises, sans aucun doute, je pense pas exagérer si je dis que le problème pour le collectif de l'UDMNA est le même fondamentalement. On a perdu en grande partie tout contact avec les milieux directement intéressés. Et c'est un vrai problème. À partir de là, nous devrions, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on va discuter dans le vide avec le Conseil d'État, plutôt que de réfléchir même, à mon avis, mais là je parle à titre tout à fait personnel, d'organiser de nouvelles grandes et vastes rencontres. Nous devrions réfléchir sur comment faire deux choses, comment recréer un contact avec les jeunes majeurs et les mineurs non accompagnés et comment créer des conditions de mobilisation dans ce contexte de Covid. Ce n'est pas la même chose que dans les autres contextes. Ce n'est pas des manifs, ce n'est pas des occupations, on n'a pas les moyens de faire ça. Par contre, on a les moyens de recréer en contact patent, visible pour la population avec ces milieux pour reposer les problèmes et refaire des vraies pressions au niveau politique. Sinon, les autorités s'en foutent. Excusez-moi, mais vous prenez, j'ai fait l'exercice, vous prenez les discours de l'UDC, vous prenez les discours de la droite et de la gauche du Conseil d'État, je vois, c'est les mêmes. Voilà, je conclue là-dessus. Merci beaucoup Dario Lofreno pour cette, j'ose dire, tour d'horizon en fait de toutes les avancées, mais aussi toutes les questions qui continuent à se poser et toutes les difficultés peut-être aussi qui peuvent se poser dans les diverses mobilisations politiques. Donc, si j'ose, on peut reprendre vos deux interventions. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de questions politiques qui se posent, qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'éléments sur lesquels il y a des questions qui continuent à se poser. Vous avez fait état de certaines avancées, mais aussi de questions qui se passent peut-être plutôt moins bien maintenant qu'il y a encore quelques temps. J'ose dire qu'on aura encore l'occasion de revenir sur les questions de répression pénale et de relations avec la police en toute fin de cette table ronde. Peut-être pour revenir quand même encore une fois un tout petit peu sur le terrain du droit. Donc, vous savez que la Le Clinique, c'est un séminaire de la faculté de droit et on fait des brochures d'information juridique. Donc, les questions juridiques nous intéressent toujours tout particulièrement. Et par rapport à ces questions de prise en charge, il y a aussi des questions juridiques qui se posent. Une des questions est notamment de savoir qu'est-ce qu'on peut faire si on se rend compte que d'un point de vue juridique, les autorités ne respectent pas leurs obligations en matière de prise en charge. Maître Oudrouge, est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclaircir sur ce point, peut-être? Merci beaucoup pour l'invitation. J'interviens ce soir d'abord comme membre de l'Ordre des avocats, mais également aussi comme membre de la permanence juridique sur les MNA. Alors d'abord, par rapport à l'Ordre des avocats, ce que je souhaite dire, c'est que l'Ordre soutient totalement l'activité qui est effectuée par la permanence juridique des MNA ainsi que par le collectif. Tout à l'heure, la doctoresse Pello a mentionné que les partenariats étaient importants, étaient essentiels pour faire avancer les choses
Et c'est exactement dans cette approche que l'Ordre des avocats fonctionne. L'Ordre des avocats suit de près les actions du collectif de lutte MNA. L'Ordre des avocats travaille aussi et suit de près avec la permanence juridique MNA. Parfois, elle intervient directement dans certaines actions, notamment pour certains courriers. Et puis, l'Ordre des avocats aussi communique, partage, lorsqu'elle en a l'occasion, que ce soit avec les tribunaux ou avec les autorités, les préoccupations qui lui sont transmises par le biais de la permanence ou parfois directement par le collectif de lutte. Alors, maintenant, si on vient sur les questions plus juridiques, et peut-être avant de discuter des voies spécifiques, des voies de droit spécifiques, ce que je pense qu'il est important de comprendre dans le système ou le mécanisme mis en place à Genève pour la prise en charge des MNA, c'est deux aspects. Le premier aspect, c'est que l'élément clé pour qu'un MNA puisse se voir matérialiser son droit à une prise en charge par les différents services de l'État, il doit bénéficier d'un représentant légal. En pratique, ce représentant légal, c'est en principe un curateur. Puis le deuxième aspect, c'est que pour pouvoir effectivement matérialiser ces différents aspects de la prise en charge, eh bien, le curateur, le représentant légal, va devoir agir sur ce qu'on pourrait résumer comme trois principaux axes d'action. D'abord, on a la question du logement, de l'hébergement, de la nourriture et des vêtements. Alors à Genève, en principe, l'entité responsable de ceci devrait être le SPMI. On a ensuite l'aspect ou l'axe lié à la formation et à l'éducation. Très concrètement, le curateur devrait permettre à un MNA d'être inscrit à l'école. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect de soins. Et là, en pratique, encore une fois, le curateur, donc représentant légal du MNA, devrait permettre aux mineurs d'être affiliés à une caisse maladie. Alors, si on en vient maintenant aux voies de droit, eh bien, très concrètement, on peut avoir trois situations qui se posent. La première situation, c'est que le mineur n'a absolument pas de curateur. Puisqu'il n'a pas de curateur, forcément, ça devient très compliqué compte tenu de son environnement, de ce qui a été expliqué tout à l'heure par rapport à leur situation très concrète en Suisse, ça devient très compliqué pour le mineur de bénéficier de la prise en charge de l'État. Alors, dans un cas comme celui-ci, ce qui doit être fait, si les autorités n'ont pas immédiatement agi, c'est se tourner vers le TPAE, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour que ce tribunal nomme un curateur qui sera donc ensuite chargé de permettre à ce mineur de bénéficier, de matérialiser la prise en charge de l'État prévue par le dispositif légal. À côté de cette première situation, on a une deuxième situation où on a effectivement un curateur qui a été nommé, mais un curateur qui fait mal son travail. Le curateur, très concrètement, ne va pas affilier le mineur auprès d'une caisse maladie ou ne va pas, contrairement à la volonté du mineur, l'inscrire à l'école. Alors là, à nouveau, une possibilité serait de se retourner vers le TPAE de manière à ce que celui-ci rappelle, ordonne au curateur d'accomplir le mandat pour lequel il a été nommé. L'autre possibilité, éventuellement, c'est de demander tout simplement au tribunal, même si ça se fait dans des cas plutôt spécifiques, de demander au tribunal de remplacer le curateur. À côté de ces deux premières situations, la situation où on se trouve sans curateur, puis la situation où le curateur ne fait tout simplement pas son travail, on a une troisième et dernière situation. On a un curateur qui a été nommé par le TPAE, on a un curateur qui fait son travail, ou en tout cas qui essaye de le faire, et puis derrière, on a les institutions, les autorités qui ne font pas leur travail. Donc très concrètement, un curateur qui va essayer d'inscrire un mineur à l'école, et puis l'établissement va refuser l'inscription du mineur. Ou alors qui va essayer de l'affilier, ce qui arrive parfois, affilier le mineur à une caisse maladie, la caisse maladie va refuser l'affiliation.
Alors là, en pratique, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'obtenir une décision de l'autorité compétente. Si l'autorité compétente refuse, donc que ce soit le SPMI, que ce soit la caisse maladie, refuse de rendre une décision, on pourra considérer que c'est une décision de non-entrée en matière, à ce moment-là, il y aura la possibilité de recourir contre cette décision ou ce refus de prendre une décision directement auprès de la Cour de justice. Ça, c'est les 3 situations de base dans le cadre desquelles on pourrait envisager une voie d'action permettant au MNA de pouvoir bénéficier de la prise en charge. Et puis, à côté de ceci, c'est aussi possible d'envisager des actions en dommages contre l'État, contre le canton, parce que, comme cela a déjà été expliqué, le canton, sur la base de la Constitution fédérale, sur la base de la Constitution cantonale, a un certain nombre d'obligations, a ses obligations de prise en charge, et le fait, par le biais d'un de ses intermédiaires, par exemple le tribunal ou alors encore un curateur, de ne pas satisfaire à ses obligations, peut entraîner une responsabilité de l'État. Donc ça, c'est la dernière possibilité, c'est d'essayer d'envisager des actions de responsabilité, tout simplement parce que l'État ne satisfait pas à ses obligations. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, aussi pour le rappel de cette collaboration entre les différents organismes présents, en l'occurrence notamment l'Ordre des avocats et la permanence juridique, justement, et aussi de nous montrer les perspectives d'action juridique ou de possibilités juridiques d'agir. Par rapport à ceci, si je peux mentionner quelque chose, ouais. Quand on voit la réalité de ce qui se passe, on est quand même surpris du peu d'actions juridiques encore qui ont pu être entreprises. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions supplémentaires qui pourront être entreprises. Ce que je comprends aujourd'hui de la situation, c'est qu'une grande majorité des MNA ne sont tout simplement pas inscrits à l'école. Tous ces jeunes ont le droit d'être inscrits à l'école. Et des voies juridiques très claires comme celles que j'ai exposées devraient pouvoir leur permettre, s'ils en ont envie, d'être inscrits. Merci pour cette précision. Et peut-être aussi encore un élément de notre côté. Donc, vous avez parlé de la question des curateurs et des curatrices. Et par rapport à ça aussi, on a dégagé un certain nombre d'obligations dans la nomination déjà des curatrices et des curateurs. Donc, il y a aussi la question de à quel point ce mandat est déjà défini lorsque une curatrice ou un curateur est nommé. Donc, en fait aussi, le fait de bien délimiter et définir ces mandats pour justement éviter de tomber dans des situations comme celle que vous avez décrite. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est tout simplement une réalité. Ce que vous mentionnez, c'est effectivement très important. Je ne sais pas si un mandat qui soit plus détaillé du TPAE permettrait ou forcerait un certain nombre de curateurs de véritablement satisfaire à leurs obligations, mais la réalité, en tout cas, c'est qu'un nombre important des curateurs, aujourd'hui, sont véritablement absents. D'accord. Alors, merci pour cette précision. Le temps avance, donc une des choses qu'on voulait aussi aborder encore un petit peu plus précisément par rapport à la question de la prise en charge, c'est justement la question du passage à la majorité, donc cette rupture qui peut exister à 18 ans. Donc, à ce stade, je souhaiterais donner la parole à Lucine Miseret, qui est membre du collectif des Assises et qui fait aussi partie de la coordination Asile, pour que vous puissiez nous dire un petit peu plus par rapport à cette question de prise en charge et du passage à la majorité, peut-être plus spécifiquement par rapport aux jeunes personnes qui sont déboutées de l'asile aussi. Merci bien de me donner la parole et merci tout d'abord, je tiens à le souligner, pour l'organisation de cette table ronde et puis pour le gros travail qui est fait par l'Allo Clinique sur des questions importantes et sociétales qui sont très utiles pour aussi la société civile. Donc, je pense qu'il faut vous féliciter et on ne pourra pas le faire assez. Vous m'avez... Donc, ce soir, effectivement, là, je vais parler
plus précisément des jeunes requérants d'asile, de par le fait que c'est avec cette population-là que je travaille, c'est celle que je connais bien. Donc, les jeunes requérants d'asile, pour eux, évidemment, le passage à la majorité, c'est un moment crucial. Et la réponse est oui, il y a un problème de suivi, de prise en charge ou de prise en charge au moment du passage à la majorité. Et de ce point de vue-là, nous, on est ravis que vous ayez axé votre brochure sur les 15-25 ans, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on revendique et qui est nécessaire de permettre de favoriser une prise en charge des jeunes qui est spécifique, qui est étendue jusqu'à 25 ans, quel que soit le statut juridique du jeune en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de crucial, d'autant plus que pour les demandeurs d'asile, c'est souvent peu après leur majorité qu'ils reçoivent la décision à leur demande d'asile. Et ça vaut la peine d'en parler parce que ceux qui attendent la majorité pour avoir leur décision à leur demande d'asile, ben, ils ont souvent des décisions négatives. Et lorsqu'une décision négative arrive, ben, c'est tous les efforts d'intégration qui ont été faits parfois depuis plusieurs années. Et là, actuellement, on parle de tous les jeunes qui sont arrivés en 2014, 2015, 2016, qui arrivent, qui sont des jeunes majeurs aujourd'hui et qui, pour de nombreux d'entre eux, ont une décision négative. Donc, avec tous leurs perspectives, tous leurs espoirs, tous leurs projets qui sont un peu anéantis. Et les conséquences de ces décisions négatives sont très lourdes, hein, indépendamment du statut juridique qui fait que c'est des personnes qui peuvent être renvoyées dans leur pays. C'est le passage à l'aide d'urgence. Donc, c'est la fin aussi de l'accompagnement social individualisé. Vous mentionnez dans la brochure que normalement les jeunes qui sont reconnus mineurs non accompagnés et qui déposent une demande d'asile, leur demande devrait être traitée en priorité par les autorités. C'est pas le cas, c'est clairement pas le cas. On peut même soupçonner les autorités d'attendre la majorité des jeunes pour rendre des décisions parce que ça change complètement la manière dont on peut traiter ces jeunes. Un jeune mineur qui a une décision négative ne peut pas être traité de la même manière qu'un jeune majeur, même s'il a 19 ans ou 20 ans, en matière de renvoi. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans cette période de transition qui, donc, entre on devient majeur, on a 18 ans et on doit commencer à prendre en charge sa vie quand on est seul en plus dans un pays qui n'est pas le sien, c'est important de pouvoir se reposer, d'avoir des liens de confiance, des rapports de confiance avec des personnes de référence. Et c'est un moment où les choses se modifient pour plein de raisons. Et la perte de lien est souvent, on peut dire, catastrophique ou en tout cas très insécurisante. Et à ce jour, on peut dire que les moyens à disposition sont, de notre point de vue, de société civile et d'associations, très nettement insuffisants. Le soutien que les jeunes peuvent recevoir dans cette période est trop disparate. Il dépend beaucoup trop de leur statut juridique. S'ils ont un statut reconnu ou pas, ça change énormément. Et ça dépend beaucoup trop, de notre point de vue, de la bienveillance et de l'engagement des professionnels qui les entourent, d'une part, et puis des associations et de la société civile qui les entoure. Il manque une véritable volonté politique à Genève et peut-être ailleurs aussi, qui se traduit par des moyens financiers et des ressources humaines. Point barre. Il y a un accompagnement qui est proposé, mais qui se réduit avec le passage à la majorité, avec des changements de personnes. Et là, c'est un vrai souci qui peut avoir des conséquences lourdes pour les jeunes, quoi.
ce qu'on peut observer d'une manière générale, c'est que c'est vraiment les jeunes qui s'en sortent le mieux à ce passage à la majorité, ce sont ceux qui sont le plus entourés, qui sont le plus insérés dans le tissu social genevois, que ce soit par les professionnels du champ social, les professionnels de la santé, mais aussi le réseau associatif, aussi le réseau scolaire et professionnel. Et cette articulation en bonne intelligence de tout ce réseau est fondamentale pour permettre aux jeunes de se construire, de construire leur avenir et de devenir des adultes autonomes et responsables qui vont apporter à la société genevoise. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Un autre point que j'aimerais aborder et attirer l'attention, ça revient un petit peu, c'est un petit lien avec le tout premier sujet sur l'expertise d'âge. Là aussi est mis en avant la question de la présomption de minorité qui devrait prévaloir en tout temps quand un jeune arrive et ne peut pas prouver par un passeport ou d'autres documents d'identité de son âge. Or, alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais ce principe n'a souvent pas été appliqué. C'est même le contraire qui a été appliqué. Les autorités ont très souvent abusé de leur pouvoir pour enregistrer des dates fictives quand les jeunes arrivaient pour déposer une demande d'asile dans les centres fédéraux à la frontière et qu'ils n'avaient pas les documents. Très souvent, on leur a imposé une date fictive. Certains peuvent en témoigner, qui se sont battus contre ça en disant qu'ils n'ont pas l'âge qu'on leur dit. Et cette date fictive, c'est 18 ans et quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Avec des conséquences qui sont assez dramatiques sur la suite de la procédure d'asile et le traitement de cette procédure d'asile d'une part, mais qui sont aussi assez dramatiques sur l'encadrement socio-éducatif dont ils vont bénéficier ou pas. Et il se trouve qu'à Genève, on a un nombre, mais en Suisse, on a un nombre de jeunes arrivés en 2015 qui ont une date de naissance au 1er janvier 97, qui est très impressionnante. Donc, c'est des dates fictives qui ont été mises de manière délibérée pour qu'ils soient considérés comme des majeurs. Et contester, c'est possible de contester cette date de naissance, mais bien souvent, les démarches qui ont été faites ont abouti à des échecs et des confirmations de la majorité. À Genève, je pense que c'est plusieurs dizaines de jeunes qui sont concernés. Et puis, ces jeunes sont vraiment les grands oubliés de ce débat et les premières victimes d'une mauvaise application de la loi. Parce que c'est des jeunes qui n'ont souvent pas pu être scolarisés. Donc, en termes d'intégration, ils paient vraiment très cher. Et il ne s'agit pas de milliers de personnes, hein. Il ne s'agit pas d'invasion, il s'agit de concernés par cette problématique. Je n'ai pas des chiffres, mais en tous les jeunes entre 18 et 25 ans, il y en a 200 qui relèvent, à peu près 200 qui relèvent de l'asile. Donc ça devrait être possible dans une ville, dans un canton comme Genève, de mettre les moyens nécessaires pour qu'ils soient mieux considérés et mieux accompagnés. Il y avait une deuxième question sur les jeunes personnes déboutées. J'enchaîne ou Alors, peut-être très rapidement, si c'est possible. Je sais que c'est des questions qui intéressent tout le monde. J'ai aussi entendu que dans les commentaires, il y a des gens qui apprécient que vous parliez de la situation des requérantes d'asile en particulier, mais peut-être si vous pouvez vraiment faire très court. Oui, sur les requérants d'asile déboutés. Alors, je vais faire court. Donc, il y a un certain nombre actuellement dans le canton de Genève, il y a entre 60 et 70 jeunes entre 15 et 25 ans qui sont déboutés. Ça veut dire que tous leurs efforts d'intégration sont mis en stand-by, qu'ils passent à l'aide d'urgence, qu'ils n'ont plus d'accompagnement social, qu'ils n'ont pas de perspective. Différentes voix sont élevées en Suisse et à Genève pour dire qu'il fallait un traitement différencié, en particulier pour les jeunes, de permettre de poursuivre une formation, d'aller au bout d'une formation, de travailler, voire d'être régularisé. Et
parce que c'est le canton de Genève. Même si le canton de Genève n'est pas responsable des décisions prises à Berne par le SEM, il est en charge de ces personnes, et de laisser des tas de jeunes sans aucune perspective et sans formation et sans rien, c'est quand même assez dangereux sur le long terme, tant pour les jeunes que pour le canton. Il y a eu 2 motions et une pétition qui ont été approuvées par le Grand Conseil en septembre 2019, qui demandait spécifiquement aux autorités genevoises d'être proactifs en la matière et d'utiliser toute leur marge de manœuvre en la matière. Or, à ce jour, pas grand-chose se passe au niveau du Conseil d'État par rapport à ces jeunes. Alors, face à cette situation-là, au niveau de la coordination asile, on a décidé de recenser l'ensemble de ces jeunes déboutés, de prendre contact avec eux et d'essayer d'avoir une photographie la plus précise possible et la plus claire possible, et de voir avec eux comment on pouvait rendre visibles les situations qu'ils vivent, qu'ils traversent, parce qu'il y a beaucoup de colère, mais il y a beaucoup d'incompréhension de leur part, et surtout il y a beaucoup d'espoir qui sont déçus. Pour l'instant, et je vais en finir par là, on a sur les 60-70 jeunes, on a pu contacter et avoir des informations assez détaillées sur 46 d'entre eux. Sur ces 46 jeunes, 7 sont en Suisse depuis plus de 5 ans. 21 ont eu 50 séjours en Suisse en 2020, et les autres y approchent gentiment. La plupart, plus de 50, sont des mineurs. Des jeunes seuls, donc des jeunes isolés. Sur les 46, et c'est les chiffres que j'ai actuellement, on en aura plus au fur et à mesure qu'on avancera dans le travail, mais 24 sont en formation scolaire, 2 sont en formation duale. Et ils ont quasi tous, il nous manque quelques informations sur 2-3 jeunes, été déboutés après leurs 18 ans. Donc, ils étaient dans un cursus de formation, et puis tout d'un coup, c'est des blocages, c'est des projets de formation qui doivent se modifier parce qu'ils doivent aller à l'école. Il faut que je finisse. Parmi eux, il y a 17 Érythréens et puis quelques autres d'autres nationalités. Donc, voilà. C'est vraiment important de pouvoir faire des panels comme ce soir pour mettre ensemble les différents acteurs et voir comment on peut travailler ensemble, parce qu'il y a vraiment des choses à faire et qui ne coûtent pas forcément un bras à une ville comme un canton comme Genève, quoi. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, et je me permets peut-être juste aussi de préciser que effectivement, alors on est très, très heureuse de pouvoir faciliter un échange, mais on se rend aussi compte que cet échange de ce soir est nécessairement limité, à la fois en termes des personnes qu'on a pu faire intervenir. Alors, 10 personnes, ça fait déjà une très grande table ronde, et d'ailleurs, ça se sent un tout petit peu au niveau de l'avancement temporel. Mais évidemment, il y aurait eu un certain nombre d'autres actrices et acteurs institutionnels et de la société civile qu'on aurait aussi pu encore faire intervenir. Et donc, évidemment, il faudrait peut-être aussi d'autres tables rondes et d'autres échanges, et on n'aura pas fini de discuter de ces sujets ce soir. Peut-être juste pour préciser sur ces questions de la prise en charge entre 15 et 25 ans, nous, on s'est aussi basé sur cette tranche d'âge en suivant les recommandations de la conférence des directrices et des directeurs cantonaux des affaires sociales. Donc, c'est des recommandations faites sur le plan intercantonal, qui concerne justement un peu cette continuité au-delà des 18 ans. Et peut-être sur cet élément-là, je souhaiterais encore une fois donner la parole aux pédiatres, en vous demandant d'être très, très, très bref, mais peut-être juste en nous donnant un tout petit peu votre point de vue sur cette question de la majorité, qu'est-ce que ça signifie en termes médicaux. Peut-être aussi, vous êtes spécialiste des personnes adolescentes. Est-ce que l'adolescence se termine à 18 ans ? Oui, alors peut-être que je vais répondre effectivement très rapidement, mais on a l'habitude d'être bref quand on doit intervenir, surtout ces derniers temps avec les visioconférences. Très rapidement, le 18 ans ne veut rien dire pour nous sur le plan médical, à part les déterminants sociaux
qui ont un impact sur la santé des adolescents d'un point de vue global. Donc évidemment qu'on est toujours très inquiet quand un MNA arrive à 18 ans parce que toute une partie du soutien du réseau social, que ce soit curateur, pédopsychiatre, inscription à l'école, s'effondre à ce moment-là et vulnérabilise de nouveau un jeune qui débutait l'intégration. Il y a des interventions qui sont faites, notamment dans le canton de Vaud, pour essayer de ne pas débouter une personne avant qu'elle finisse sa formation, même si elle a atteint les 18 ans. Donc, il y a certaines initiatives qui sont prises. Nous, simplement pour parler des 18 ans, on n'a pas inventé cette vulnérabilité de l'adolescent. On a maintenant une recherche médicale et scientifique qui clairement a évolué ces 10 dernières années par des IRM cérébrales et puis qui prouve que le cerveau d'un adolescent, il ne se termine pas à 18 ans, et plutôt vers 25, voire même 30 ans. C'est-à-dire que la possibilité de prendre des décisions, par exemple en anticipant les risques et les conséquences d'une telle décision, elle se développe très très tard. Et ce n'est vraiment pas à 18 ans qu'on peut estimer qu'un adolescent est parfaitement autonome et capable de prendre les bonnes décisions pour se protéger ou pour programmer son futur. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi. On a besoin de la loi parce qu'on a besoin de protéger des mineurs ou des personnes vulnérables, mais je pense que la justice doit aussi s'adapter à la recherche médicale et aux nouvelles connaissances. Comme exemple, à l'époque, c'était la protection de l'enfant, la maltraitance, ça a fait que 30-40 ans qu'on est actif dans ce domaine et puis que la maltraitance est reconnue avec aussi des examens médicaux qui permettent de prouver qu'il y a maltraitance, telle fracture, telle lésion. Pour la vulnérabilité, je pense que ça serait important que la loi puisse s'adapter et inventer une nouvelle période de jeunes adultes, 18-25. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 25, plus personne n'est vulnérable, mais qui permettent vraiment de pouvoir les soutenir avec des curateurs qui restent plus longtemps, avec un soutien de formation et médical et social qui se prolonge après 18 ans. Merci beaucoup. C'était effectivement très bref et très concis. Donc, je peux faire une remarque, Neza? Non. Très courte, 2 secondes, juste par rapport à ce qu'il dit. Non, mais parce qu'à Genève aussi, le Grand Conseil a voté une demande pour que jusqu'à 25 ans, les formations puissent être continuées. Oui. Le Conseil d'État s'en fout. Voilà. Merci Dario. Donc, merci pour cette, toutes vos interventions sur ces questions-là, et puis notamment justement ces questions de l'âge. Donc, on voit que ça reste des questions intéressantes. Une autre question dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est les questions des interventions policières, notamment des questions aussi du profilage racial, des droits face à la police. Nous n'aurons pas vraiment le temps de traiter de cette question-là en détail. On sent que le temps avance. Mais vous l'avez déjà mentionné, je crois qu'à la fois l'intervention du collectif Lutte et puis des membres des assises ont un petit peu mentionné ces questions des interventions policières, ce qui me permet peut-être de donner directement la parole aux avocats et avocates qui sont présents ce soir pour que vous puissiez un petit peu nous dire quelle est à la fois peut-être la position de l'ordre des avocats et puis peut-être aussi celle de la permanence concernant ces questions d'intervention policière et notamment de profilage racial. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'ordre des avocats, jusqu'à présent, l'ordre n'a pas eu l'occasion de se prononcer publiquement sur cette problématique. Ce qui est certain, c'est que l'ordre des avocats et notamment la commission sur les droits humains de l'ordre des avocats souhaitent que l'ensemble des interventions de police respectent totalement le cadre légal. Alors naturellement que la police a le droit d'intervenir et de faire des contrôles sur des jeunes en cas de soupçon que des infractions ont été commises et de risques pour la sécurité. Maintenant, des pratiques de contrôle et de fouilles systématiques basées sur des stéréotypes liés à la race, à la religion, au lieu d'origine, sont des pratiques discriminatoires, des pratiques qui sortent du cadre légal et qui sont bien évidemment pas acceptables. Si maintenant je peux prendre encore quelques minutes la parole en tant que membre également de la permanence MNA, et puis je laisserai Maître Bobillier compléter.
ce qu'on peut dire, c'est quand même que ces problématiques de contrôle excessif, de profilage racial existent déjà depuis un certain temps. En 2014, le comité établi par la Convention internationale sur l'élimination des formes de discrimination raciale avait informé la Suisse sur le fait qu'elle avait pu observer un certain nombre de mesures de harcèlement, d'usage excessif de la force qui avaient été faits à l'encontre de populations telles que les Roms et les personnes de descendance africaine. En 2017, on a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a à nouveau fait part à la Suisse de ses préoccupations sur ces questions-là et qui a recommandé à la Suisse de mettre en place un mécanisme indépendant pour recevoir et traiter les plaintes suite à des interpellations et des interventions de police qui seraient jugées disproportionnées. Ces dernières années, on a assisté encore à différents drames, non seulement à l'étranger, mais aussi en Suisse, avec les cas comme Lamine Fati, Mike Ben Peter. Et puis on aurait pu penser que 2020 aurait marqué un tournant, compte tenu des nouveaux drames auxquels on a assisté, et en particulier aux États-Unis, avec l'assassinat de George Floyd. Et malheureusement, ce qui semble, c'est qu'on continue toujours sur la même direction et que les choses ne changent pas profondément. Et le meilleur exemple de ceci, c'est malheureusement, a priori, l'État de Genève, et en particulier dans la situation actuelle avec les MNA. Pourquoi? Eh bien, on a d'abord M. Lepreno qui avait mentionné que dans le courant de l'été, il y a eu la mise en place de cette brigade spécifique d'intervention, le GVAR, qui est appelé techniquement Groupe Vol et Agression de rue, qui cible explicitement des jeunes d'origine d'Afrique du Nord. À côté de cela, on a le commissaire de police qui a pris aujourd'hui la pratique, à peu près systématiquement, de rendre des décisions d'interdiction sur le territoire du canton ou du centre-ville. Dans le cadre de procédures pour la défense des MNA, on a pu bénéficier des statistiques du commissaire de police lui-même qui démontrent qu'au cours de l'année 2021, on a plus de 50% de ces décisions d'interdiction d'entrée sur le territoire qui ont été prises à l'encontre de jeunes, de mineurs d'origine maghrébine. À côté de cela, il y a quelques mois seulement, l'État de Genève, par le biais du procureur général, du Conseil d'État à la sécurité, de la commandante de la police, a expliqué sa politique globale de lutte contre la criminalité. Puis dans ce contexte-là, a expliqué que la priorité numéro 1, c'était la lutte directe contre les MNA qui ont été décrits comme des mineurs criminels et d'origine maghrébine. Donc, ce à quoi on assiste quand même peut-être aujourd'hui à Genève, c'est la mise en place par l'État d'une politique de répression systématique basée sur une certaine forme de profilage racial. Et alors, si je peux juste finir encore avec un dernier mot, on est en train de se demander si finalement l'État de Genève, plutôt que de satisfaire à ses obligations de prise en charge des MNA, et maintenant, sous prétexte qu'un certain nombre de ces mineurs commettent des infractions, est en train de mettre en place cette politique de répression systématique dans le seul but de les faire fuir et déguerpir du canton. Je vous remercie de votre intervention. Je vais tout de suite passer la parole à Maître Bebillier pour complément, en vous demandant encore une fois aussi d'être bref. Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'on arrive gentiment à la fin de ce que nous pouvons demander à nos spectatrices et spectateurs en termes de présence sur Zoom et sur les réseaux. Tout à fait, je vous remercie. Effectivement, la question du profilage racial est une question bien épineuse. Cette question de contrôle au faciès par la police est un élément central de notre travail au sein de la permanence, dans la mesure où on constate que les jeunes qui viennent nous voir à la permanence sont régulièrement arrêtés sur la base de leur physique,
leur couleur de peau ou leur origine ethnique réelle ou supposée. Il nous a d'ailleurs été reporté à plusieurs reprises que des jeunes ont été empêchés de se rendre à la permanence en raison de contrôles abusifs à proximité du local de la permanence. Et de tels contrôles empêchent les jeunes d'exercer leur droit fondamental à accéder à la justice par le biais d'un conseil juridique. Cette pratique policière abusive, le profilage racial, c'est confirmé par cette création que mon confrère Maître Oudrouge a mentionnée en été 2020. Cette brigade policière spécifique s'intitulant Groupe Vol et Agression de rue, soit GVAR, qui cible explicitement les jeunes hommes originaires d'Afrique du Nord. Je cite ici les autorités de police qui se sont prononcées dans la presse à ce sujet. Et nous avons constaté qu'il s'agissait d'une pratique systématique, alors même que le profilage racial est contraire à l'interdiction des discriminations consacrées par le droit suisse, tant par le droit suisse qu'international. Et c'est pour cette raison que la permanence revendique notamment la dissolution de cette brigade dont le travail repose sur des motifs discriminatoires et qui prête une présomption de criminalité à ces jeunes en raison de leur origine, ce qui est contraire à tous les principes d'un état de droit. Malheureusement, pour répondre aux actions concrètes ouvertes à ces jeunes victimes de profilage racial, en termes de voie de droit, il n'y a pas de voie directe contre ce profilage racial en tant que tel, parce qu'aucune loi fédérale ou cantonale le n'interdit explicitement et donne une voie concrète. Les pratiques discriminatoires peuvent donc seulement être dénoncées aux organes internationaux qui, dans les meilleurs des cas, peuvent constater la pratique discriminatoire d'un État, comme l'a distinctement dit mon confrère. Il va sans dire qu'une telle saisine n'est pas dénuée de difficultés pratiques, comme par exemple la première problématique est d'avoir accès à un avocat, raison pour laquelle la permanence juridique est présente, mais voilà, un certain nombre de problématiques. Aussi, peut-être juste sur le volet des violences policières, malheureusement, une personne qui porte plainte pénale contre la police à Genève pour des faits notamment discriminatoires ou pour justement des violences, s'expose systématiquement à une contre-plainte et c'est un élément dissuadant de plus pour accéder au respect de ses droits. Parmi les revendications de la permanence, une piste de réflexion pour améliorer la situation de ces jeunes est, comme on l'a revendiqué à plusieurs reprises depuis le début de l'existence de la permanence, il y a plus d'1 an maintenant, c'est que les jeunes soient remis par les autorités d'une carte d'identité qui ferait état de leur présence sur le territoire genevois, comme à l'aune de ce qui a été fait à Zurich, cette fameuse City Card qui permettent aux détenteurs de cette carte de pouvoir accéder à un certain nombre de droits. Évidemment qu'une telle carte d'identité n'empêche pas que les personnes détentrices de cette City Card soient poursuivies pour séjour illégal en cas de contrôle, mais ça permet quand même de pérenniser tout de même déjà l'existence et la reconnaissance que ces personnes existent sur le territoire et doivent pouvoir accéder à un certain nombre de droits vitaux. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour l'effort de breveté et de quand même avoir montré un certain nombre de pistes juridiques. Je passe maintenant la parole à ma collègue Vista Eskandari pour qu'elle puisse peut-être nous faire état de quelques questions et puis ensuite conclure cette table ronde. Oui, donc merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. Il y a peut-être une question qui est revenue, plusieurs fois, que du coup, je vais poser pour voir est-ce qu'on pourrait y répondre. Donc, c'est une question de Monsieur Diego Taboada qui dit donc je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quelle alternative qui respecterait les droits fondamentaux proposez-vous pour vérifier que les jeunes ont effectivement accès aux prestations qui sont réservées aux jeunes? Donc, c'est-à-dire que c'est une question qui concerne justement la question de l'expertise d'âge.
comment est-ce que ce serait possible de pouvoir vérifier que les jeunes, voilà, que les prestations sont celles réservées aux jeunes. Je ne sais pas, est-ce que peut-être, docteur Nicole Pello, est-ce que vous auriez un début de réponse et puis ensuite qu'on pourrait compléter aussi d'un point de vue juridique? Moi, je pense que oui, on peut avoir un début de réponse. Alors déjà, je distingue deux choses dans tout ce qui s'est passé là. C'est qu'il y a le niveau fédéral, puis il y a le niveau cantonal. Donc nous, avec la question sur la détermination de l'âge, on est au niveau fédéral. Puis après, l'implication de tout ça va arriver au niveau cantonal sur la mise en œuvre. Au niveau fédéral, nous avons essayé. Maintenant, les pistes que je peux voir, c'est d'une part la société civile, si elle veut bien se mobiliser, mais là, quelle est notre société civile? Veut-elle se mobiliser? Et la deuxième voie que je vois, c'est en tant que Société suisse de pédiatrie, nous sommes devenus membres d'une institution suisse qui s'intitule Réseau suisse des droits de l'enfant. Et ce Réseau suisse des droits de l'enfant réunit toutes sortes d'institutions civiles, officielles, pas officielles, tout ce qui se préoccupe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ce réseau est responsable de rendre à la Commission de l'ONU des droits de l'enfant le rapport des ONG sur l'application des droits de l'enfant en Suisse. Donc, il y a un rapport officiel de la Confédération et il y a un rapport des ONG. Et c'est ce réseau qui transmet le point de vue des ONG sur la question. Ce réseau a fait un document excellent, notamment sur cette question-là, et ce rapport va arriver à la Commission des droits de l'enfant de l'ONU. Sur quoi l'ONU, enfin cette commission, va donner des recommandations à la Suisse. On verra. Voilà une des pistes. D'accord, merci beaucoup donc, pour cette piste de réponse. Nous, au sein de la Le Clinique, donc justement, on essaye de suivre les recommandations de la Société suisse de pédiatrie, donc les plus récentes en la matière, notamment la question de la présomption de minorité et d'une approche interdisciplinaire qui serait plus respectueuse des droits humains. Et comme vous l'a dit ma collègue lors de la conférence, on est également arrivé à la conclusion que, quoi qu'il en soit, les examens médicaux de la maturité sexuelle devraient être proscrits car contraires aux droits fondamentaux. Donc, je sais non seulement ils ne sont pas en rapport avec les droits fondamentaux, mais en plus, c'est tout à fait aléatoire. Je veux dire, on peut avoir une maturité sexuelle à 13 ans. Voilà. Donc, soyons prudents avec cet aspect-là aussi. Maintenant, moi, j'ai une autre question pour les pistes à développer. C'est qu'est-ce que les juristes, au niveau des lois, peuvent nous donner comme argument pour avancer sur cette présomption de minorité? C'est vrai que les arguments sur lesquels nous, on a travaillé, c'était la notion d'intérêt privé prépondérant, donc c'est-à-dire de l'intérêt du jeune à voir son intégrité physique et psychique préservée, qui doit toujours être mis en balance avec l'intérêt public. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est juridiquement assez délicate, mais sur laquelle on essaye aussi de travailler avec justement, même juridiquement, on essaye d'avoir une approche plus interdisciplinaire et justement s'appuyer sur des avis comme la Société suisse de pédiatrie pour pouvoir, argumenter dans ce sens-là. Alors, continuons. Oui, exactement. Donc, je pense, en tout cas, nous, à la Le Clinique, c'est vraiment une approche qu'on a de pouvoir travailler de manière interdisciplinaire et de pouvoir utiliser des arguments d'autres corps de métier. Et c'est pour ça que vos avis sont extrêmement importants pour nous. Donc, sinon, je me permets juste encore de dire qu'il y a d'autres questions qui ont été posées dans le chat, notamment sur la question des stages rémunérés pour les jeunes personnes migrantes non accompagnées. C'est une question à laquelle on répond
directement dans la brochure. Donc, il y a une réponse. Je vous invite à aller la consulter sur notre site en PDF ou nous envoyer un mail à leclinique@unige.ch si vous voulez qu'on puisse vous l'envoyer. Je rapporte ici également un commentaire de Natacha Safrassian qui déplore qu'il n'y ait pas plus, si j'ai bien compris, je ne sais pas si cette personne voudrait s'exprimer, si elle le souhaite, elle peut me le dire dans le chat, qu'il n'y ait pas plus de médecins qui puissent communiquer avec les personnes migrantes sourdes. On n'a malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont posées. Je vais juste encore regarder. Oui, on n'a malheureusement pas le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, on vous remercie. On remercie vraiment les participantes et participants pour leur intérêt et puis pour leur participation et pour les questions extrêmement enrichissantes et pour les commentaires aussi enrichissants qui ont été faits dans le chat. Je vais à présent… Est-ce que je peux, oui. à propos des… trop long, évidemment. Oui, on va bientôt devoir conclure du coup. Par rapport aux personnes malentendantes, je pense qu'il y a une question très importante qui sont les personnes, toute la question du droit à l'interprétation juridique à régler, parce que nous avons fait une… Et je crois que tant pis. On ne vous entend pas très bien. Je suis désolée, je pense qu'il y a un problème de connexion, malheureusement. Vous êtes là? Oui, c'est pas grave. Je suis un peu avec vous, je suis de l'autre côté de la Terre, donc on va laisser ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour toutes les interventions. Ça nous montre encore une fois comment est-ce que la participation des acteurs et actrices de la société civile est importante pour aussi pouvoir façonner le droit de demain. Et donc, je vous remercie vraiment pour ça. Pour la conclusion, je vais à nouveau passer la parole à Alessandra D'Acosta, alumna de la Leclinique, pour le mot de la fin. Merci Vista. Avant de conclure, je souhaiterais quand même inviter encore une fois toutes les anciennes étudiantes et anciens étudiants à rallumer leur caméra afin de les remercier encore une fois et de les saluer. T'es dedans? Ce webinaire touche à présent à sa fin et nous remercions chaleureusement les intervenantes et intervenants pour leurs précieuses contributions concernant la thématique des jeunes personnes migrantes non accompagnées. Nous souhaitons également remercier chaleureusement Morgane Pierrot, qui est actuellement étudiante à la Leclinique et qui s'est chargée de tout l'aspect technique du webinaire de ce soir. Morgane, nous t'invitons également à allumer ta caméra si ce n'était pas encore fait. Malheureusement, la situation actuelle ne nous permet pas de faire une distribution des brochures au bureau de la Leclinique, mais nous vous invitons à consulter les brochures en format PDF sur notre site internet. Et si vous le désirez, vous pouvez vous procurer une brochure, si vous désirez vous procurer une brochure sous format papier, vous pouvez nous écrire à l'adresse loclinique@unige.ch et nous ferons de notre mieux pour vous faire parvenir une brochure en version papier. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram et Facebook de la Leclinique et si vous souhaitez ainsi obtenir plus d'informations sur la thématique. Nous tenons également à remercier toutes les personnes impliquées dans le projet et nous espérons que nos brochures seront utiles aux personnes concernées. Nous souhaitons ici également prendre l'occasion pour remercier toutes les personnes expertes en la matière qui ont relu nos avis de droit et qui ont permis de garantir la qualité de nos recherches. Nous remercions encore une fois toutes les personnes ayant accepté de participer à cette table ronde et nous avoir permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la pratique de leur métier. Je conclus à présent cette table ronde en remerciant les responsables Neza Timmerman et Vista Eskandari, ainsi que la professeure Maya Hertig-Grandal, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Un grand merci et une excellente soirée à toutes et à tous.
Bon, allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on est encore live si jamais. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Merci à vous. aux organisatrices. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Oui, merci. Soirée. Je vous dis aussi au revoir. Merci, bonne soirée.